Salut, c'est Anthony. Salut, c'est Benoît. Bienvenue sur le podcast Agile comme un panda. Le podcast qui chaque semaine te donne les clés pour comprendre et maîtriser les subtilités de l'agilité. Alors, ne reste pas agile comme un panda et traverse cette jungle d'incompréhension avec nous. Agile comme un panda. Tout d'abord, un grand merci pour tous vos retours sur le premier podcast. On est super contents et on a une liste assez hallucinante de choses qu'on doit améliorer, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, je reçois Mehdi Balza, coach agile chez Renault Digital. Alors, pour aller contre un de vos retours, ce podcast va être assez long. Il va être d'ailleurs divisé en 2 podcasts de 2 fois 25 minutes. Honnêtement, ça vaut le coup, donc j'espère que vous aurez le courage d'aller au bout de ces 2 fois 25 minutes. Aujourd'hui, dans le premier épisode, Mehdi va nous parler d'agilité, de vélocité, de MVP et de passage à l'échelle. Alors j'espère que vous allez apprécier ce podcast. Bonjour Mehdi. Bonjour, alors moi je suis coach agile. J'ai découvert l'agilité il y a très très longtemps, enfin il y a plus de 10 ans maintenant. J'ai fait, je crois comme tout le monde, à un moment donné, un chef de projet MOE, ça existait encore à l'époque, est venu me voir en disant on va faire de l'agilité. Moi j'étais chef de projet MOA. Et je crois qu'il est reparti de mon bureau en claquant la porte tellement je lui ai dit que l'agilité ce serait jamais pour moi et qu'aucun développeur prendra le pouvoir sur mes spécifications. Un an plus tard, j'étais certifié Product Owner et j'ai travaillé 3 ans en agilité comme ça. Puis après, j'ai adoré l'agilité. J'ai monté des cursus de formation au sein de ma boîte de conseil à l'époque. J'ai continué à vraiment travailler dans l'agilité. Je trouvais ça passionnant. En changeant d'entreprise, j'ai eu l'occasion de travailler sur des problématiques de plus en plus complexes, de regarder chez Orange comment on pourrait passer à l'agilité à l'échelle. J'ai eu la chance de participer à un programme d'agilité à l'échelle chez AXA. Et enfin, pour la faire courte, je suis arrivé chez Renault Digital où il y avait une vraie promesse de valeur sur l'agilité à l'échelle. Du coup, tu disais que finalement, t'es vite devenu passionné par l'agilité, mais en fait, qu'est-ce qui a fait que cette passion est apparue? Ah bah c'est assez simple. Comme je suis devenu chef de projet moi après un passé de développeur, je pensais écrire les meilleures spécifications du monde. Et le jour où le chef de projet, MOE, qui est devenu Scrum Master finalement, est venu me voir, il m'a fait discuter avec un développeur, je me suis rendu compte du pouvoir en fait de la discussion et de l'échange autour de ce que j'avais dans la tête et ce que le développeur était capable de faire. En gros, on a été capable de développer un produit à destination en fait, de conducteurs de train en ayant une vraie discussion virtueuse avec les utilisateurs, les développeurs et ce qu'on appelle aujourd'hui les stakeholders, ceux qui donnent du budget. Ok. Du coup, dernière aventure, donc aujourd'hui, tu es chez Renault Digital. Mhm. Donc, plusieurs questions autour de ça. C'est comment vous êtes arrivé à l'agilité et puis à l'échelle avec le framework SAFe en particulier. Et surtout, dans quel contexte? En fait, quels pouvaient être les freins que vous aviez identifiés en amont, quels sont ceux qui sont apparus, et puis comment vous les avez un peu traités, dépassés, puis certains, j'imagine, vous vous êtes retrouvés face à un mur. Ouais, l'histoire de Renault Digital est une histoire particulière parce qu'en fait, Renault Digital a été créé par une boîte de conseil très connue, que je ne vais pas citer, Mhm. qui avait fait un audit de la DSI Renault en disant si vous voulez mettre en place de l'agilité, nous vous recommandons de créer une structure à côté pour attirer les meilleurs talents, les meilleures compétences. Et cette structure va pouvoir infuser, diffuser des pratiques, enfin toutes les nouvelles pratiques digitales, dont l'agilité. D'accord. Donc là, ça soulève une vraie question, c'est-à-dire que, en gros, notre entité à l'époque a été créée sur un constat que nous allons être porteurs de la bonne parole vers la DSI. Quelque part, la DSI avait, comment dire, mal pris en fait l'idée qu'on était meilleur qu'eux et qu'on allait leur expliquer comment travailler. Ce qui est Ouais, surtout que ça a été pris comme ça voulait pas forcément dire ça, quoi. Exactement. Et en plus, la boîte de conseil utilisait un modèle qui s'appelle le Build Operate Transfer, c'est-à-dire qu'ils montent la structure,
ils la mettent en route et à la fin, ils transfèrent aux internes pour qu'on reprenne les rênes. En mode patate chaude. Exactement. Et puis le Operette version boîte de conseil de Strat, c'est pas forcément de l'agilité telle que nous on l'entend. Voilà, c'est de l'agilité très guidée, on va dire. Donc, très orienté framework et by the book finalement, quoi. Voilà, je crois qu'au bout d'un mois, il y avait déjà un assessment de maturité sur l'agilité qui devait permettre de suivre et de cadencer au maximum la montée en agilité et en compétences de Renault Digital, mais aussi de la DSI. Donc, Ok. Et du coup, concrètement, ce cabinet de conseil est arrivé à tirer cet enseignement. Vous avez monté la partie Renault Digital. Et d'un point de vue humain et rôle, comment ça s'est passé? alors pour le coup, c'est assez intéressant parce qu'en fait, les product owners, on les a choisis côté métier. C'est-à-dire que on a pris des gens dans les métiers Renault en disant, nous voulons plus de chefs de projet MOA, donc de gens qui font que de la spécification. On veut des gens du métier. Mhm. Pour la partie dev et Scrum Master et coach agile, là pour le coup, c'est un recrutement interne. Donc c'est-à-dire Renault Digital a choisi ses ouailles et on prenait le product owner côté métier et on l'injectait dans une équipe agile. L'idée, c'était vraiment qu'il vive l'agilité de bout en bout au sein de son produit. Et c'était vraiment notre leitmotiv. Et ces product owners, comment ils ont, parce que c'était des gens côté métier, donc pas forcément des gens avec un passé IT, comment ils sont montés sur ces mindsets de travail, et puis surtout, est-ce qu'ils étaient dédiés plein temps, opérationnellement, comment ça se passait en fait? Le deal, c'était que le product owner soit à un minimum de 60% de son temps au sein de l'équipe. La réalité au début était plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'on ne sort pas quelqu'un de son activité, surtout qu'on demandait les meilleurs, donc ils étaient assez sollicités côté métier. Donc au final, on a commencé à avoir des gens qui étaient là entre 10, 20, 30 et qui ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient là. Donc l'idée, ça a été d'être beaucoup plus structurant, donc de demander à leur manager d'avoir une vraie lettre de mission, de dédier vraiment ces 60%. Et d'être accompagné par une équipe assez jeune, hein. Imaginons on a des product owners qui avaient 10, 15 ans, 20 ans de boîte Renault, qui se retrouvent face à un Scrum Master et un coach agile qui leur explique comment travailler, alors que selon eux, ils savaient déjà très bien travailler. Alors, du coup, je rebondis juste sur une chose que tu viens de dire. Tu as utilisé le terme lettre de mission. Moi, quand j'entends lettre de mission, en fait, du coup, ça veut dire que c'était quand même assez clair côté RH. Ah bah pour le coup, ça a été vraiment une transversalité totale. C'est-à-dire que pour choisir les produits qu'on allait développer, on a mis en Mhm. place un système de gouvernance qui était une réunion tripartite, hein. La structure métier, Renault Digital et la DSI, parce qu'évidemment, on ne développait pas en autarcie, hein. Et donc là, cette structure-là avait pour obligation de choisir les meilleurs produits à mettre en œuvre. Et pour le coup, ce qu'il faut imaginer, c'est que c'est une joint venture hein, entre les équipes métiers, un représentant de la DSI et Renault Digital pour constituer le meilleur produit. Et ensuite, mettre en place tout le support et la mise en route de cette équipe. Ça veut dire quelque chose qu'on a mis en œuvre. On a fait une sorte de formation d'onboarding sur le digital, c'est-à-dire pendant 2-3 jours, l'ensemble de l'équipe avait une acculturation sur le digital. Et ensuite, on envoyait un coach agile et on dédiait un Scrum Master à mi-temps sur l'équipe pour commencer à mettre en place notre méthodologie. On avait un cycle de vie, on a un cycle de vie produit très agile, hein, avec un framing à l'agile, avec plein d'ateliers type story map, impact mapping, tout ce qui est autour de la promesse de valeur et ainsi de suite. Et là, pendant 2 semaines à un mois, on était en mode cadrage agile, très proche de quelque chose aussi intense que le design sprint. Et Mhm. derrière, on mettait en œuvre le produit. Tiens, concrètement, est-ce il y a un produit en particulier euh, pour lequel c'est un réel succès, dont vous êtes fier et vous vous dites, tiens, on va essayer de répliquer tout ce qui s'est passé
sur le cycle de vie et de construction de ce produit? Ouais, il y a eu une ou deux exceptions qui ont vraiment bien fonctionné. On a un produit qui était à destination euh, du réseau de vente, donc tout ce qui est concessionnaire. C'était un produit qui devait permettre aux concessionnaires de savoir ce qui était attendu d'eux en termes de qualité d'accueil, qualité de service, même jusqu'à l'environnement, donc tout ce qui est installation, des visuels. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses dans une concession, on n'imagine pas, mais en fait, tout est placé de façon très stratégique. Et il y a des équipes qui étaient en charge de veiller à ce que les concessionnaires respectent ces guidelines et après faire remonter tous les défauts de qualité le plus vite en centrale pour pouvoir mettre en place, envoyer le bon visuel, rappeler le bon processus et ainsi de suite. Ça a été un très très beau succès parce qu'en fait, le product owner était assez jeune, nouveau dans l'entreprise, et il s'est vraiment engagé à fond dans l'agilité. Et il y a eu le trio gagnant, en fait, le product owner, le scrum master et le représentant de la DSI se sont très bien entendus. Il y a eu une histoire de confiance très très tôt dans le produit qui a fait que c'est devenu notre étendard. Après, il ne faut pas se mentir, c'est quelques produits, on en a lancé, je ne sais plus, en 2 ans ou 3, on a lancé 27 produits. Tout n'était pas d'une qualité exceptionnelle, hein. Enfin, toujours lié à, en fait, comme je disais, on ne développait pas un autarcie, c'est-à-dire qu'on a apporté de nouvelles stacks techniques, de nouvelles méthodologies de travail, mais à terme, on devait s'intégrer dans des processus métiers, pas forcément clairs, ni documentés, ni supportés par le métier, parce que dans les grandes entreprises, on perd un peu la connaissance du processus au fil de l'eau, et puis il se fait juste parce que les gens savent ce qu'il y a à faire de leur point de vue, mais pas sur la globalité. Après, on a ici d'une grande entreprise du CAC 40 qui devait pas mal évoluer, donc il faut se représenter. Nos DevOps ont mis 2 ans à avoir un cycle DevOps cohérent, aligné et partagé au sein de l'entreprise. Ça prenait du temps. Je rebondis encore une fois sur ce que tu as dit par rapport au succès. Finalement, des clés principales de succès que vous avez identifiées, finalement, c'est une histoire de personnes. Quand tu dis que c'est parce que le trio PO, Scrum, on va dire responsable, finalement, s'entendait bien. J'imagine que de toute façon, entre guillemets, industrialiser ça, donc l'entente humaine, c'est quand même un vrai défi. Du coup, quand vous avez tiré cet enseignement, comment vous avez essayé de le répliquer? Est-ce que c'était pertinent de le faire ou... Alors, c'est sûr, on essaie toujours de trouver la martingale, hein. C'est vraiment, c'est quelque chose. Je crois que c'est très culturellement français. C'est-à-dire que on a réussi à un endroit, donc on doit pouvoir reproduire la chose à l'identique ailleurs. En gros, ce qui s'est passé, c'est fort de ces enseignements et aussi de certains constats, comme je disais, hein, la disponibilité des product owners, notre complexité à nous intégrer dans le SI. En fait, tout ça, c'est reporté sur le coach agile. En fait, l'idée, c'est le coach agile avait comme lettre de mission, c'est un bien grand mot, mais son job, c'est de s'assurer que l'équipe a bien compris comment fonctionner, mais surtout mettre en place tous les espaces de discussion. En fait, on est sur le vrai cycle de Tuckman, hein. On était vraiment, nous, après le forming, comment on fait le storming correctement, donc comment les gens arrivent à normaliser leurs relations entre elles pour Donc, arriver juste le storming, c'est quoi exactement? Le storming, c'est en fait dans une équipe, ce qu'il faut se représenter, c'est qu'on met des gens qui doivent travailler ensemble et ils ne se connaissent pas forcément. Et le plus important, c'est d'arriver. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça le storming, c'est parce qu'il y a des frictions dans les modes de fonctionnement. L'idée, c'est d'aider les gens à apprendre à travailler ensemble, se connaître pour savoir comment l'autre va réagir dans telle ou telle situation. Et c'est un moment clé en fait dans une équipe parce que c'est on va dire le point zéro avant que les gens puissent se faire confiance ou au moins arrivent à travailler ensemble. Et ça passe par des ateliers. Je sais pas, il y a des ateliers assez simples, hein. On utilisait beaucoup de management 3.0. Hein. C'est un atelier où comment on appelle ça le moving motivators, qui permet en fait simplement d'exprimer aux gens qu'est-ce qui l'anime quand ils travaillent, hein. Est-ce que c'est le meilleur, est-ce que c'est gagner des thunes, est-ce que c'est
Alors, est-ce que c'est être un expert, ainsi de suite, Ouais, ta ou sinon, motivation, quoi. ouais, on a plein d'ateliers comme ça. Et là où on a quand même l'endroit le plus important, enfin, selon moi, dans l'agilité, c'est la rétrospective, animée par un Mmh. coach agile et un Scrum Master pour arriver à ce que les gens se disent vraiment les choses et qu'on n'atterrisse pas avec simplement un bureau des plaintes où tout le monde dit ça ne va pas, ça va pas, mais plutôt les mettre en position de trouver des solutions et plutôt que de dire ça va pas, ben, si nous faisions différemment, comme ça, ce serait peut-être mieux pour l'ensemble de l'équipe. Dans ce cas-là, j'imagine que c'était arrivé, vous lancez un nouveau produit, première itération, rétro, et là, le drame. Personne n'est content, on a des gens énervés, des gens en pleurs, des gens entre guillemets démissionnaires. Toi, en tant que coach, quand tu es face à une situation comme ça, qu'est-ce que tu te dis? Par où tu vas commencer finalement? Eh ben, pour le coup, c'est une excellente nouvelle. En fait, le fait que les gens réagissent de façon positive ou négative, ça veut dire qu'ils sont sensibles à la situation. C'est-à-dire que quelque part, il y a un moyen d'atteindre quelque chose chez eux. La pire rétrospective que je puisse avoir, c'est les rétrospectives où il se passe rien. Personne ne dit rien. Ils sont un peu détachés de la situation, amorphes et pas concernés. Donc à partir du moment où on a des émotions, on a des choses comme ça qui s'expriment, ben après on tire le fil. C'est qu'est-ce qui génère l'émotion. En gros, on parle là, on arrive sur la partie coach du coach agile, c'est arriver à se demander aux gens, bah, c'est quoi l'état désiré, hein. Qu'est-ce qui fait que tu es aujourd'hui, enfin, pour être plus clair, en gros, le sentiment de tristesse ou de colère, c'est il y a une différence entre ce que la personne voudrait et ce qu'elle vit réellement. Donc l'idée, c'est d'arriver à contacter ce que la personne voudrait. Et après, avec la mise en relation, on arrive à les faire se parler. Et puis il y a un peu ce sentiment de promesse de l'agilité. Enfin, aujourd'hui, l'agilité, c'est un terme, on va dire, assez galvaudé et qui devient ultra mainstream. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, s'imaginent ce qu'est l'agilité. Toi, est-ce que tu le vois ça au quotidien quand tu me dis une personne va attendre telle ou telle chose de l'agilité, mais qu'en fait, on sait que l'agilité y répondra pas? Comment tu fais pour l'expliquer sans froisser, braquer la personne? En fait, j'ai pas vraiment d'astuce. Pour être honnête, Ah. ouais. Moi, ce que j'arrive souvent devant les managers, parce que c'est souvent là que se cristallisent toutes les tensions. Je Mhm. leur explique très souvent que l'agilité fera pas une équipe meilleure, fera pas une équipe plus rapide. Elle va juste permettre d'identifier les problèmes plus vite et de se donner un espace de résolution de problèmes plus performant. C'est-à-dire que bah, voilà, le système de rétrospective, l'accompagnement d'un Scrum Master et d'un coach agile doit permettre à l'équipe de pouvoir résoudre ces problèmes plus vite. Après, c'est l'idée, hein. Il faut bien imaginer que quand on arrive dans un grand groupe du CAC 40, euh, on va pas se Il y faire a que des- des amis. Ouais, et puis il y a des attentes fortes, quoi. Oui, et puis surtout que nous, on avait l'historique de la boîte de conseil en stratégie qui, pour le coup, avait promis une amélioration de 30% de la performance des équipes. D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est que la performance des équipes, qui avait promis qu'on allait avoir une qualité proche de la perfection. Enfin, il y avait tout. Et finalement, il y a une promesse de valeur qui a été faite et qui a été entendue par les dirigeants qui se sont dit, bah, ok, partons là-dessus. Et finalement, j'imagine, ils ont ce niveau d'exigence derrière quand tu as mis l'organisation, les ressources financières, humaines. Mm. Bah, et surtout que, enfin, et c'est là que ça devient intéressant. C'est quand on y réfléchit, en fait, nous, la vraie promesse de valeur qu'on a mis en place, c'est la première valeur du manifeste agile, hein. C'est individu et interaction plus que processus et outils. C'est-à-dire, vraiment, on a essayé de mettre un espace où les gens avaient le droit, le pouvoir et la possibilité de discuter et de pouvoir changer leur façon de travailler. Je pense que c'est là où la grande force des frameworks et de l'agilité au sens large, hein. C'est pas simplement d'arriver avec un framework, une méthodo type cycle en V ou supporté par Prince2, ou, enfin tous ces grands mots, ou ISO, je sais pas combien. C'est juste qu'à un moment donné, on se dit que les gens qui trouveront les réponses, c'est les gens qui sont plus proches du problème. Et si on leur laisse
la marge de manœuvre pour trouver leur solution, ça sera toujours plus efficace que de se reporter à une bible, à un bouquin, à un framework ou quoi que ce soit. Et ça, pour le coup, quand on arrive dans une boîte avec beaucoup d'ingénieurs, ça c'est top parce que Renault c'est une boîte d'ingénieurs. Hein. Construire une voiture, c'est d'abord de l'ingénierie. Arriver avec plein d'ingénieurs en leur disant, écoutez, il y a un problème, il faut trouver une solution, Comment ça leur parle. Et c'est là où, c'est là où vraiment l'agilité prend son sens. C'est comment arriver à faire cet espace de discussion et surtout à protéger les équipes, parce que bon, on a eu quand même quelques mouvements managériaux assez brusques. Hein, c'est-à-dire qu'un manager qui voit pour la première fois la vélocité d'une équipe, donc la vélocité, c'est ce qu'elle avait prévu de faire et ce qu'elle était capable de réaliser, et qu'elle voit qu'il y a des fluctuations, qu'elle avait dit qu'elle ferait 100, elle a fait 80, il arrive en disant mais pourquoi il manque 20. Là, c'est le boulot du coach agile et du Scrum Master d'expliquer qu'en fait, peu importe combien ils s'étaient dit qu'ils allaient faire, c'est en fait s'ils disent qu'ils vont faire 5 et qu'ils ont fait 5, là pour le coup, l'équipe devient prédictible. Et là, c'est intéressant parce qu'on saura qu'elle sera capable de faire à peu près entre 1 à 4 semaines, à chaque fois 5. Et on pourra dire que dans un mois, j'aurais fait 5, dans 2 mois, 10, dans 3 mois, et on pourra ensuite se baser là-dessus pour avoir vraiment cette promesse de valeur qu'on espère avoir dans tous les projets digitaux. Mais c'est quelque chose, c'est la fiabilité en fait qui est en jeu. Petite question, c'est, tu parlais de vélocité. Clairement, comment t'expliques la première fois, on va dire un membre de Comex, un gros directeur, c'est quoi la vélocité? Parce qu'en France, on a le réflexe jour homme, et puis alors là, on dit que c'est pas des jours hommes, c'est des points, et c'est un concept qui peut être abstrait pour des gens qui baignent pas au quotidien dans l'agilité. Donc comment vous le présentez chez Renault Digital quand vous avez un nouveau directeur, un nouveau membre du Comex qui participe à vos cérémonies? Alors déjà, on essaie de pas lui présenter. D'accord. Ouais, c'est un bon moyen. Ouais, mais je me souviendrai toujours dans une de mes anciennes expériences d'un DSI qui m'a dit, comme ils sont tous, on faisait du t-shirt sizing. Donc en gros, on estimait en taille de t-shirt S, L, XL, XXL et ainsi de suite. Et il me disait, en fait, on va comparer les estimations en taille de t-shirt entre toutes les équipes. Comme ça, on saura lesquels sont bons et lesquels sont mauvais. Et après, tout d'un coup, Ah oui, ok. ouais, Un gros très billet déjà. c'était un peu compliqué. Donc, en gros, la vélocité, en fait, ce qu'on essaie d'expliquer aux managers, c'est que c'est une projection, c'est une estimation. Et ce que je trouve assez étonnant en France, c'est que le mot estimation a perdu sa définition. C'est-à-dire que quand on donne une estimation, par définition, une estimation, c'est quelque chose de faux. On est en train de dire que c'est environ à peu près. Les gens pensent que c'est un chiffrage. Donc, quand on arrive devant un manager et qu'on... C'est comme ça qu'on pense. Enfin, j'imagine que quand on donne une vélocité, je pense que ils sont toujours sur le mode tiens, ça va me coûter tant, ma prédictibilité, l'équipe a l'air assez fiable, stable, donc je sais que pourtant dans 3 mois, je vais avoir le produit que j'ai en tête. C'est pour ça que ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait au début, c'est plutôt que de parler de vélocité, puisque c'est quand même propre à chacune des équipes. Hein, c'est quand même c'est un mix entre Oui, tout à fait. notre maturité d'équipe, notre capacité à faire, la complexité de ce qu'il y a à faire. Ce qu'on leur a vendu, c'est plutôt dans notre cycle de vie produit, c'est en fait d'avoir un MVP au bout de 3 mois. C'est-à-dire qu'on définit un scope de ce qu'on imagine pouvoir avoir dans alors le MVP, c'est le minimum valuable product. En gros, c'est le produit minimum pour que ça puisse fonctionner un minimum avec les utilisateurs et qu'on puisse avoir du feedback. Donc, ce qu'on leur disait, c'est laissez-nous imaginer ce qu'on aura au bout de 3 mois. On vous dira, voilà ce qu'on aura au bout de 3 mois, et on se revoit dans 3 mois pour voir si on a un deal ou entre ce qu'on avait dit qu'on aurait et ce qu'il y a réellement. Mhm. Donc là, c'était un peu, voilà, plutôt que de parler de vélocité, on a parlé des Parler releases de à 3 produit, mois. en fait, et de fonctionnalité, tout de suite. Exactement. Et comme on a engagé le métier très tôt avec nos product owners qui venaient côté métier, quand on a un product owner métier qui dit dans 3 mois j'aurai ça et on se revoit dans 3 mois s'il y a aucun souci sur le chemin, ça marchait plutôt pas mal. Et là, c'est toute la complexité Là, on s'est heurté à autre chose qui est peut-être étonnant, c'est
pendant ces 3 mois, la vélocité et nous, l'enjeu de l'accompagnement des coachs agiles et des Scrum Masters, c'est de s'assurer qu'elle soit la plus stable possible. Mhm. Mais pour qu'elle soit stable, ça veut dire que l'équipe est en capacité de résoudre elle-même ses problèmes. Et dans un grand groupe, une bonne partie des problèmes ne peut pas être résolue par l'équipe elle-même. Il doit y avoir une escalade managériale et c'est en gros au manager de résoudre les problèmes. Donc Et c'est la là où notion d'autosuffisance de l'équipe, on ne peut pas la respecter là. c'est impossible. Il y a tellement de dépendances et en plus on est soumis à des variations d'autres équipes, je sais pas, parfois tu as les systèmes qui tombent, voilà, le serveur a craché, c'est la faute de qui? De l'équipe, des ops, enfin, peu importe. Ou j'ai un autre manager qui n'était pas content, qui est venu dire mais pourquoi vous faites ça? Votre MVP, il satisfait pas ce que moi j'avais imaginé qu'il faudrait avoir. Changez votre feuille de route et revoyez votre copie. Enfin, donc voilà, c'était un gros enjeu. C'est comment une entité externe comme Renault Digital est capable d'aider les équipes produits à identifier leurs problèmes, les remonter au management pour que ceux-ci, enfin les remonter au management des produits, les problèmes qu'elle ne sait pas résoudre elle-même, pour que ceux-ci se mettent au service de l'équipe. On parle souvent avec un terme galvaudé qui est le servant leader ou le manager coach, enfin peu importe. En gros, c'est vraiment cette idée, c'est nous, on arrivait avec des plateaux de problèmes devant les managers en disant, voilà, si vous voulez que on atteigne notre objectif de MVP ou de release à 3 mois, il faut résoudre ça. Maintenant, à vous de jouer. Et ça, c'est un vrai changement culturel chez Renault. Oui, finalement, en faisant ça, vous avez réussi à faire cohabiter, on va dire, l'organisation hiérarchique de ton organigramme Renault Digital et à côté les rôles et responsabilités que tu vas trouver dans ton framework Safe. Exactement. Mais là, là, je te parle d'une époque où on n'est pas encore à safe. On est uniquement sur des petites équipes agiles qui Ah oui, essaient ok. de fonctionner. Et ça, pour en revenir à Safe, il nous a fallu quand même 2 à 3 ans. Alors, je ne saurais pas dire exactement combien de temps, sachant que l'agilité existait déjà au sein de la DSI. 2 à 3 ans de perfusion intense, de nouvelles façons de travailler, tant sur les stacks techniques que sur l'agilité, pour que en fait, la DSI ait un niveau d'agilité globale. Alors, il y a des endroits où c'était super agile et d'autres moins agile, pour qu'on puisse se dire, maintenant qu'on est avec plein de petites équipes qui ont compris l'agilité, on peut enfin imaginer mettre de l'agilité à l'échelle. Et là, le plus dur, c'est d'arriver à convaincre le top management que, OK, on a beaucoup investi sur l'agilité, et on va remettre le couvert, à peu près la même chose. Ça va coûter autant pour faire de l'agilité à l'échelle. Et là, ils nous ont regardé, enfin, c'était pour eux, tu sais, un peu, je sais pas, la plus grosse mauvaise nouvelle qu'on leur ait donnée. Dans la suite de ce podcast, Mehdi nous dévoilera comment travailler avec les dirigeants, les DRH et les partenaires sociaux pour mettre en place l'agilité. Comme je le disais, l'agilité ne fait pas des équipes meilleures, mais permet d'identifier les problèmes plus vite. Agile comme un